Les habitudes en trading. Bonjour, Martin du blog Trading et Psychologie pour un nouveau podcast avec vous. Aujourd'hui, c'est un podcast vraiment particulier puisque je vais interviewer mon ami Adelin qui s'est intéressé en fait depuis quelque temps au pouvoir des habitudes et qui a d'ailleurs mis en place un blog Habitudes de réussite. Il va nous donner un peu plus de détails sur qui il est et tout ce qu'il fait. Bonjour Adelin. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. T'as pris un petit verre d'eau, limonade, un truc. On s'est posé là pendant le confinement. On va se faire ce petit entretien entre amis. Ouais, T'es sans bien installé? problème. Ouais. Oui, très bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Super. Bon je te laisse nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais, ton blog, des habitudes de réussite. Voilà, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Adelin. Je suis de base salarié. Je suis automaticien. Je bosse dans le domaine de la technique, donc tout ce qui est machine automatisée. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que c'est vraiment pas quelque chose qui me faisait envie. Hein. Je voulais plus, je voulais créer, je voulais, en fait, prendre ma vie en main, être indépendant et gagner ma liberté. Et du coup, en fait, en cherchant à prendre ma vie en main, je suis amené, en fait, à découvrir un auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki, euh, qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, où il partage justement les secrets de l'intelligence financière et ce que les riches enseignent à leurs enfants. Et j'ai découvert en fait tout ce qui touche aux revenus passifs et à ce genre de choses. Ensuite, de là, en voulant en fait découvrir un peu plus sur le sujet d'autres analyses sur Robert Kiyosaki, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Prendre sa vie en main, qui elle-même en fait m'a amené à Olivier Roland. Olivier Roland, c'est un infopreneur assez célèbre sur Internet qui enseigne justement comment développer un business sur Internet. Donc je me suis lancé dans sa formation et puis je me suis posé la question de savoir comment faire pour me lancer. Et je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai pu lire, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, ce qui ressortait souvent, c'est les habitudes. On disait, si vous allez sur YouTube, vous verrez que il y a beaucoup de vidéos sur les 10 habitudes pour devenir plus performant, les 10 habitudes des super millionnaires. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, aucun d'eux ne parle des habitudes plus concrètement et n'entre pas en profondeur dans le sujet, à savoir qu'est-ce qu'une habitude, comment elle se crée et comment on peut la changer et comment en fait prendre le contrôle de ces fameuses habitudes. Et je voulais également savoir quelles sont les habitudes qui faisaient la différence. En partant de ce constat, j'ai décidé de créer en fait mon blog Habitudes de réussite avec le slogan justement des habitudes qui font la différence pour répondre à toutes ces questions. Donc voilà pour ma petite présentation. D'accord, je pense que tout y est. Merci pour nous avoir dit un peu plus qui tu es. Ouais, c'est les habitudes en fait. On en parlait là juste avant l'interview. C'est quelque chose de vraiment puissant. Hein, je pense que tu es d'accord, non? Alors justement, quand j'ai réalisé que j'ai trouvé bizarre que tous ces grands entrepreneurs et tous ces coachs en ligne que je regardais parlaient constamment d'habitude. D'ailleurs, même tous les livres liés au développement personnel parlent d'habitudes. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi parle-t-il autant des habitudes? Et j'ai découvert le livre Le pouvoir des habitudes, et c'est là que j'ai en fait réalisé à quel point les habitudes ont un pouvoir qui est conséquent. On en reviendra plus tard, mais les habitudes ont un pouvoir qui n'est pas à négliger. Ouais, je pense que tu vas nous en dire un peu plus là dans la suite de l'interview. Tout à Alors, fait. pour commencer sur des bases solides,
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une habitude? Alors en fait, une habitude, c'est une action qui est automatisée. C'est une action en fait qu'on fait sans devoir réfléchir, qu'on fait de manière totalement instinctive. Par exemple, quand vous conduisez, si vous avez une voiture manuelle, quand vous devez changer les rapports, bah, vous devez presser sur l'embrayage, ensuite changer le rapport, et puis ensuite jouer avec l'embrayage, la poignée de vitesse et ce genre de choses. Et bien, tout ça, vous le faites sans devoir réfléchir. Vous le faites de manière totalement automatique. C'est ça une habitude. C'est une action qui se fait de manière automatique. Au début, elle est jamais réellement automatique. Ça part en général d'un besoin, j'ai envie de dire, d'un signal. Par exemple, pour ce qui est de la voiture, on a commencé à apprendre à conduire. Donc au début, tous ces réflexes qu'on a aujourd'hui de manœuvrer la voiture, c'était difficile. Il fallait réfléchir quand on devait changer de vitesse, quel pied il fallait utiliser, ou regarder dans le rétro et ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, on le fait de manière automatique parce que le cerveau a rendu ça automatique. Donc une habitude, c'est une action automatique, une action qu'on fait sans devoir réfléchir. D'accord. Et, euh, et alors, si je veux aller chercher un peu plus loin, bonne habitude, mauvaise habitude, il y a une manière de les différencier ou ça reste très subjectif? Alors, bonnes et mauvaises habitudes, ça dépendra en fait de chaque individu. Je pense qu'on peut facilement classifier les bonnes et les mauvaises habitudes en disant, ben voilà, les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes, c'est en général les habitudes qui vont nous entraîner vers l'excès, typiquement l'alcool. Hmm. C'est toutes des choses qui vont nuire de manière directe ou indirecte à notre santé, par exemple. Mhm. Ou, en général, ce sera plutôt à notre santé. Ou alors à nos finances, si on est addict au jeu. Ouais. Donc, voilà, après, tout dépendra en fait de la perspective de chacun. Est-ce que les habitudes vont nous mettre en danger ou pas? C'est plutôt ça qu'il faudra avoir comme Hmm. raisonnement pour juger si oui ou non l'habitude est bonne ou mauvaise. D'accord, oui, cette question du danger, c'est un peu le juge qui décide si l'habitude est Voilà, bonne ou mauvaise. voilà, tout à fait. Typiquement, on peut prendre pour la santé. Est-ce que le fait de faire du sport, c'est bon ou mauvais pour la santé? On peut partir du principe que oui, dans le sens où si on fait pas de sport du tout, il y a des risques en fait d'aggraver notre état de santé. Ouais, Pareil d'accord. pour la mauvaise alimentation, hein. Si on mange mal, si on mange constamment du McDonald's, alors on peut dire que c'est une bonne habitude parce qu'on va satisfaire un besoin, on sera content d'avoir mangé ça, on va apaiser, assouvir un plaisir, mais sur le long terme, pour notre organisme, ça va être plus que néfaste, ça va même être dangereux. Hmm. Et j'étais en train de penser, là, tu parlais du McDo. Oui, Je sais pas si c'est une science qui est utilisée par rapport aux habitudes, mais tu sais, j'avais remarqué pas mal de vidéos ou même d'articles sur Internet qui parlaient de la dopamine, tu sais, et sur son influence sur d'accord. des Oui. comportements un peu impulsifs qu'on a. Alors en fait, si tu veux, ben, justement dans le livre Le pouvoir des habitudes, j'ai découvert ça dans ce livre, c'est que certains fast-foods, dont McDonald's, ils se sont arrangés pour que dans le procédé de leurs frites, quand tu le mets en bouche, je ne sais pas par quel procédé, mais en gros, le, la frite va fondre assez vite dans la bouche pour instantanément provoquer ce plaisir que tu ressens quand tu les manges et créer en fait, comment je peux appeler ça, je sais pas, je sais plus quel, Un ancrage? oui voilà, on peut appeler ça un ancrage, mais en fait ça va activer des cellules dans ton cerveau, les cellules du plaisir en fait. Là tu as parlé de la dopamine, mais je ne sais pas exactement si c'est ça en particulier, mais en tout cas ça va déclencher quelque chose dans le cerveau, une sorte de petite lumière qui va dire bah, plaisir.
et qui va te donner envie en fait de recommencer, d'avoir ce plaisir instantané. Ouais, ça crée une motivation très forte en fait. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, beaucoup de grandes entreprises comme même Apple, Procter et Gamble ont carrément des départements qui sont consacrés à ce genre de choses. Ils font des études sur les habitudes de consommation, la manière dont, combien de temps tu mets, par exemple, à cliquer sur un lien ou ce genre de choses, pour pouvoir analyser tout ça et en fait venir proposer des produits et incorporer ça à leur système de vente pour te pousser à acheter. Ouais, Donc ouais. les habitudes, elles peuvent aussi jouer contre nous, dans le sens où elles sont, pour ces entreprises, c'est un moyen en fait de pouvoir vendre leurs produits. Donc ils utilisent en fait nos habitudes inconscientes pour nous faire acheter. Et nous, en fait, on est en quelque part des victimes parce qu'on ne se rend pas compte du tout, vu qu'on joue en fait sur des choses qui sont totalement inconscientes. Donc oui, effectivement, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai. On peut utiliser ça pour influencer les habitudes. Ouais, c'est ça. Ces sociétés, en fait, elles ont j'imagine, des neurologues Oui, qui savent exactement sur quel bouton appuyer pour nous déclencher telle ou telle réaction, telle exactement, habitude, exactement. et Ouais, addiction à la consommation, en fait aussi, j'imagine. exactement. Ouais, tout ça. J'ai aussi découvert que il y a certaines stratégies pour placer, par exemple, les magasins d'alimentaire, par exemple, dans les grands centres commerciaux. Alors, c'est peut-être plus aux États-Unis, mais par exemple, certains types de restaurants vont se placer à des coins stratégiques pour s'assurer, en fait, que tu passes devant et, en fait, avec l'odeur de leurs produits, vont déclencher en toi un besoin d'aller te nourrir. Donc, automatiquement, tu vas mettre la main au portefeuille et tu vas aller acheter. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça peut même devenir vicieux dans Mhm. certains cas parce que tu t'en rends pas compte du tout. Ouais, oui. Ouais, C'est des signaux en fait qu'on va chercher on va voir ça plus loin, mais c'est des signaux qu'on va essayer de stimuler pour te pousser à l'action. ça va loin, hein. C'est puissant. Ça peut être très pervers, ouais. Mhm. Mhm. Et, euh, et alors, parallèlement aux habitudes, j'imagine tu as dû remarquer sur le web, hein, en général, les coachs, les motivateurs, on parle, j'ai l'impression, beaucoup de rituels. Est-ce que Oui. ça te parle, toi? C'est différent d'une habitude pour toi, un rituel? Qu'est-ce Alors que tu en peux nous fait, dire? un rituel, on peut considérer un rituel comme étant une habitude dans le sens où si tu te mets à le faire de manière totalement inconsciente, c'est une habitude. Typiquement, mon rituel du matin, c'est bête, mais quand je sors du lit, la première chose que je fais, c'est d'aller aux toilettes. Mhm. D'aller aux toilettes, de me laver le visage, de m'habiller et ensuite d'aller prendre mon petit déjeuner. Ça, c'est un rituel, mais c'est une habitude en fait. En fait, c'est un groupe d'habitudes. C'est plusieurs petites habitudes ancrées à l'intérieur d'un rituel. Voilà D'accord. comment on peut dire. Un rituel, c'est plusieurs petites habitudes enchaînées l'une à l'autre qui vont être englobées dans ce qu'on appelle une routine. Ouais, la routine, c'est vraiment tout une suite d'habitudes Tout à fait. qui se suivent. Euh, ouais, tout à fait. C'est les routines. C'est, par exemple, maintenant qu'on est en plein confinement, ma routine à moi, c'est de me lever, de prendre mon petit déjeuner. Pendant que je prends mon petit déjeuner, d'écouter un podcast audio ou une vidéo YouTube de gens inspirants ou une interview ou sur un sujet qui m'intéresse, tout en prenant mon petit déjeuner. Ensuite, ça va être d'aller lire. Et une fois que j'ai lu, je peux commencer à attaquer le travail. Donc ma journée, je considère que ma journée commence dès que j'ai arrêté de lire. D'accord. Voilà, ce serait un peu ça ma routine. C'est plusieurs habitudes que j'ai dû mettre en place. Par exemple, le fait de me lever et d'aller prendre mon petit déjeuner, je pourrais très bien remplacer le fait d'aller prendre le petit déjeuner par me lever et faire du sport. Ouais. Voilà.
Et ça, ce serait tout de suite une routine différente. Mais oui. La routine, c'est lié aux habitudes. On peut pas, en fait, la vie est faite, en fait, de routines. Le quotidien, si tu regardes bien, si tu prends le temps de réfléchir, notre quotidien est fait, en fait, de routines. Mais les routines, c'est juste une suite d'habitudes, comment je pourrais dire, un groupe d'habitudes Qui sont connectées logiquement entre elles un peu. les unes aux autres. Voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Euh, donc ouais, alors forcément, bon bah voilà, on parle des habitudes et forcément, j'imagine, pour moi en tout cas, c'est la question d'après qui me vient, et peut-être des auditeurs aussi. Bah, quel pouvoir on peut avoir sur une habitude? Comment on peut euh, se débarrasser d'une mauvaise habitude? Comment ça se passe? Et là, éventuellement en acquérir une nouvelle, une habitude de réussite, pour reprendre Alors, le nom de ton blog. alors au niveau de l'importance des habitudes, à quel point est-ce que ça peut influencer notre vie? Alors, ça peut influencer sur pas mal de choses. Ça peut influencer sur la santé, donc ça peut influencer sur notre niveau d'énergie au quotidien. Des mauvaises habitudes vont nous donner une mauvaise énergie, qui ensuite, cette mauvaise énergie va entraîner beaucoup plus enfin, va créer un effet boule de neige sur plein d'autres choses. Des mauvaises habitudes peuvent avoir une influence sur nos finances, sur notre intelligence et même sur notre chance, en fait. Parce que typiquement, actuellement là, on est en train de faire cette interview, mais cette interview, en fait, c'est la conséquence de plusieurs habitudes que j'ai mises en place, qui m'ont amené jusqu'à découvrir Blogueur Pro, qui m'ont amené à venir à la rencontre Blogueur Pro à Bruxelles, et qui m'ont amené, en fait, à te connaître et à créer ce lien qu'on a aujourd'hui et à cette interview. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller. Ouais. Ça peut vraiment aller très loin. On parle souvent de chance. Je pense que la chance, donc déjà la chance, on l'a créée, mais je pense que les habitudes sont à la source même de la chance. Donc on peut aller vraiment très loin. Il n'y a pas besoin de jouer au loto pour être chanceux. Il suffit juste de changer ses habitudes et alors là, il y a un océan de possibilités qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Chaque bonne habitude nous ouvre à un nouveau panel Voilà, de exactement. bénéfices potentiels qui peuvent Voilà. nous arriver. Ouais. En fait, une simple habitude peut entraîner un effet boule de neige. Pour te donner un exemple, dans le livre Le pouvoir des habitudes, il commence son intro en parlant de l'histoire d'une femme qui a vécu un divorce. Ce divorce l'a laissé complètement à la masse, en fait. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain en surpoids, elle s'est retrouvée endettée, elle s'est retrouvée sans emploi. Et puis, un jour, elle se retrouve en Égypte. Et puis, un matin, elle était complètement déprimée et elle voulait allumer une cigarette. Et puis, au lieu de prendre une cigarette, elle a cherché à allumer un stylo. Et Ouais. c'est uniquement au moment où elle a senti l'odeur de brûlé qu'elle a réalisé ce qu'elle faisait. Et c'est là, en fait, qu'elle s'est dit, il faut que je reprenne ma vie en main. Et puis, elle s'est fixé, en fait, l'objectif d'aller marcher dans le désert. Et le simple fait d'avoir décidé de marcher dans le désert, elle s'est dit, bah voilà, comment je vais faire pour marcher dans le désert? Bah, elle en est venue au fait que la première chose à faire, c'était d'arrêter de fumer. Et en supprimant cette simple habitude, elle a en fait tout changé dans sa vie. Du jour au lendemain, bah, elle a retrouvé du boulot, elle a perdu du poids, elle a retrouvé en fait une forme incroyable. Elle a participé à des marathons et à ce genre de choses. Donc c'est une habitude peut entraîner en fait des conséquences dont on n'a même pas idée, en bon comme en mauvais. Ouais. Ça peut avoir un effet boule de neige. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi créé Habitude de réussite, c'est de me dire, ok, moi je vais réussir selon ma définition de la réussite.
quelles habitudes je peux. C'est comme si en fait tu étais marionnettiste et tu vas dire sur quel fil je vais tirer pour que mon pantin bouge comme il faut. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait dire sur quel fil je vais tirer pour réussir, pour amener ma vie là où j'ai envie qu'elle soit, pour avoir le niveau de vie et la vie dont je rêve. Ok. Et oui, alors en fait, je pense que quand je t'ai posé la question, j'ai dû te couper dans ta présentation. Merci pour ce développement d'ailleurs. Pas de Mais souci. et donc ouais, comment on fait concrètement qu'est-ce que tu proposes comme outil pour justement changer une habitude là, comme cette femme que tu citais en exemple qui a arrêté de fumer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en voulant arrêter de fumer, c'est comme si en fait ça avait entraîné d'autres conséquences derrière. Si tu veux, les habitudes, elles répondent à trois critères. Et ces trois critères correspondent en fait à ce que l'auteur Charles Duhigg appelle la boucle de l'habitude. Et une habitude, en fait, elle répond à trois critères. Un signal, une routine et une récompense. Dans le cas de cette femme, le, son signal, en fait, je pourrais dire, c'était sa détresse. Et dès le moment, en fait, où elle a voulu arrêter de fumer, fumer, c'était sa routine. Et sa récompense, en fait, c'était la bouffée de nicotine qu'elle ingurgitait en elle. Et en fait, pour pouvoir comprendre une habitude, faut bien comprendre que le signal, ça va être... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Le signal, ça va être par exemple ton réveil. Ensuite, une fois que ton réveil il sonne, ça va dire à ton cerveau, voilà, je viens de sonner, tu dois activer toutes ces habitudes que tu as incorporées jusqu'à maintenant. Typiquement, si ta première habitude, quand ton réveil sonne, ton premier réflexe, c'est de prendre ton téléphone et de checker tes mails, ben, c'est la routine. On entre en fait dans la deuxième phase, c'est la routine. Et ensuite, peut-être que le fait de consulter tes mails, ça te procure un apaisement. Hein. C'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais ça va peut-être provoquer chez toi un apaisement et du coup, ça va être en fait cette récompense. En fait, ce signal va provoquer chez toi un besoin et la routine va répondre à ce besoin. Et en fait, ça va faire une boucle. Et une habitude, c'est une répétition de ces boucles, de cette boucle de l'habitude. Donc là, j'ai parlé du réveil, mais toutes les autres habitudes que tu as acquises au cours de ta vie répondent à ce même schéma. Signal, routine, récompense. Voilà, euh, c'est à peu près tout. Ouais, donc sans récompense, il peut pas y avoir l'établissement d'une nouvelle habitude. Voilà, en fait, c'est une habitude. Finalement une habitude, c'est le fait d'assouvir un besoin, quel qu'il soit. Et Mm. puis, justement, ce besoin intervient parce qu'un signal a été donné. Et ce signal, en fait, il peut intervenir selon plusieurs critères. Hein. Il peut être, avant j'ai parlé du réveil, mais ça peut très bien aussi être une odeur. Avant on parlait du McDonald's, mais le simple fait de sentir l'odeur du McDonald's dans un centre commercial suffit à déclencher, à te dire tiens, j'ai envie d'un hamburger ou j'ai envie de frites. Et en fait, l'action que tu vas faire pour assouvir ce besoin, ça va être d'aller au McDonald's et de manger. Et une fois que tu vas manger, en fait, le fait de manger ton burger, tu vas assouvir ce besoin, tu vas te sentir bien quelque part. C'est le besoin de répondre à un bien-être. Mm. Et Ouais, mais en plus, ce que tu dis là sur le McDo, ça me parle tout à fait.
Parce que je me souviens à une époque, avec ma famille, un jour on s'est dit, tiens, on a vu une pub pour un burger sympa de McDo. On s'est dit, tiens, allez, on va aller au McDo. Mhm. Et puis après, tu vois, 2, 3 jours après, on s'est dit, ah, c'était bon, hein, allez, si on nous retournait un peu, on passe un bon moment. Ouais, On y retourne. Et puis après, en fait, on a pris l'habitude d'y aller assez régulièrement pendant plusieurs semaines. ouais. Et ce qui C'était est, devenu automatique. voilà, c'est devenu automatique. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que avec le temps, tu oublies la raison pour laquelle tu effectues cette habitude. Tu Mmh. vois? Ce qui fait qu'en fait, tu ne fais que répondre à ce fameux signal, hein, qui est en fait un stimulus qui est envoyé à ton cerveau, qui dit, là, faut aller manger un McDo. Mais tu ne sais pas du tout pourquoi, en fait, tu le fais de manière vraiment inconsciente. Tu sais pas vraiment pourquoi Mmh. si on te demande maintenant, bah, pourquoi tu vas manger ce McDo et pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas, je suis prêt à parier en fait que tu ne sauras pas répondre parce que tu ne sais pas qu'en fait au moment où tu as par exemple le fait de sentir le McDo ou le fait de voir le simple fait de voir le M de McDo suffira à déclencher chez toi un besoin. Tu ne t'en rends pas compte qu'en fait au moment où tu vois ces signaux, il y a une action qui s'est mise en place. Et si tu ne, et dans les cas les plus graves, si tu ne réponds pas à ce besoin, tu vas pas te sentir bien. Ouais, c'est ça. Ça peut être vraiment néfaste. On se rend aussi compte que bah, là, tu m'as parlé du McDo et du fait que tu allais en manger avec la famille. Il y a aussi cet aspect de facilité. La récompense, ça peut très bien être le fait de se dire, bon bah voilà, on est dimanche, on n'a pas forcément envie de cuisiner, ou alors on sort des commissions, on n'a pas le temps de cuisiner, bah, on va prendre la facilité et on va aller prendre un McDo. Mmh. Euh, je me suis perdu dans ma pensée, excuse-moi. Euh, T'inquiète bah pas, voilà, ouais. pas de souci. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que il suffirait simplement que tu déménages, ou par exemple que tu supprimes carrément le McDo du coin où tu vas d'habitude faire tes courses pour que cette habitude en fait disparaisse complètement. Par exemple, là où moi j'habite, pour aller à un McDonald's, je dois prendre ma voiture. Ouais. Donc en fait, il y a cette contrainte qui fait que il y a c'est une contrainte, c'est une sorte de barrière en fait qui va venir faire obstacle à ce besoin de répondre à cette récompense. Donc il est Mmh. beaucoup plus facile à ce moment-là de résister. Mais c'est pas garanti qu'au moment où je vais aller faire mes courses, je vais pas retomber en fait dans ce piège. Mmh. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser tout de suite par exemple, les gens qui sont un peu dépendants à leur smartphone. Il paraît que si tu mets ton smartphone dans un endroit de chez toi qui est à, je sais plus combien de secondes, Mhm, un minimum de, je sais plus, 10, 15 secondes, mhm. bah, tu as beaucoup moins de risques d'aller le checker. Alors c'est tout à fait probable, oui. C'est même très très probable. D'ailleurs, moi je vais avouer que à une période, j'étais beaucoup sur mon smartphone. On peut dire que c'est limite une addiction, hein, vu que Ah il ouais, ouais, je suffit suis de le d'accord, moi sortir aussi, complètement. c'est vite fait, hein. Un moment on s'ennuie, puis tiens, on sort le smartphone, on va sur les 20 minutes, on va sur Facebook, on va sur Instagram, on va sur Snapchat pour en fait compenser cet ennui. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est grave. Enfin, ma copine n'arrête pas de se plaindre que je suis toujours sur mon téléphone. Mes amis me le disent aussi. Bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer ça? Et comme j'étais dans ce processus de habitude de réussite et de changer mes habitudes, je me suis dit, bah tiens, je vais supprimer toutes les applications qui sont quelque part addictives. Typiquement Instagram, les réseaux sociaux. J'ai supprimé Facebook, j'ai supprimé Messenger de Facebook, j'ai supprimé le 20 minutes, donc tout ce qui est Ouais, le journal. information, le journal, Aussi. voilà. J'ai supprimé Snapchat, j'ai supprimé toutes ces applications en fait qui en réalité empiètent sur la vie privée.
Et puis, déjà là, j'ai senti qu'il y avait une diminution de mon temps sur mon smartphone. Alors, bien sûr, j'ai gardé Instagram parce que je l'utilise comme outil de travail. Mais le simple fait d'avoir déjà fait ça, ça a suffi à diminuer en fait mon addiction au smartphone. Ensuite, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai fait une chose toute simple, c'est que j'ai mis mon téléphone sous silencieux. Et Ouais, t'as là, enlevé les notifications, tout ça. alors en fait, même sans avoir les notifications, enfin sans supprimer les notifications, en mettant ton téléphone sous silencieux, le fait de ne pas toujours l'entendre vibrer ou le fait de ne Ouais, pas l'entendre sonner suffit en fait à te le faire oublier. ouais, c'est vrai. Bien sûr, ça ne suffit pas, hein. Je veux dire, si tu as ton téléphone et que tu tournes les pouces en te disant je veux pas toucher à mon téléphone, il y a très peu de chances pour que tu y arrives. Au pire des cas, tu iras regarder la télé ou au pire des cas, tu t'y remettras au bout d'un moment parce que la tentation sera beaucoup trop Hmm. dure. Donc, le mieux, ce sera encore de trouver une autre occupation et de mettre ton téléphone, comme tu as dit tout à l'heure, hors de portée de vue par exemple, là, typiquement, mon téléphone, il est caché derrière mon ordinateur portable. Hmm. Ce qui fait que je l'oublie complètement. Ouais. Je suis totalement focalisé sur notre conversation. Ouais, bah merci, hein. C'est super parce que Donc voilà, tu, c'est. tu me fais une faveur que finalement il y a peut-être de moins en moins de gens qui font en ces temps actuels, parce que la Ouais, plupart des gens, ouais, ils checkent leur téléphone tout le temps ouais, et on ouais. peut pas avoir leur attention totale. Ben, là, justement, on en revient à ce qu'on a dit par rapport à ces grandes sociétés qui étudient nos habitudes et qui savent comment se faire. Bah, typiquement, Facebook, Ouais, Instagram, c'est le fait de capter en fait notre attention et de nous donner finalement il y a des études qui ont été découvertes en fait le simple fait de scroller, de faire défiler ton fil d'actualité suffisait à provoquer chez toi un sentiment de satisfaction. Enfin, je sais plus hmm. si c'était le terme exact, mais en tout cas, ça procure chez toi, ça déclenche une zone de ton cerveau qui est associée au plaisir. Donc, ils savent tous ces rouages, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des fils d'actualité. Ils ont étudié tout ça pour capter un maximum l'attention. Ces notifications, elles sont aussi là justement pour capter un maximum l'attention et puis nous faire accrocher là-dessus. C'est pour ça que c'est important de connaître les habitudes et de savoir en fait quel pouvoir on peut avoir dessus. Ouais, et j'avais lu même là pour Facebook, je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, hein, qu'ils avaient même recruté des spécialistes des casinos Ah oui, pour c'est tout à fait possible, ouais. tu sais ceux qui conçoivent les machines à sous, là, Jackpot et compagnie, Ouais, ouais. avec pour vraiment avoir toutes les armes possibles contre nous pour qu'on puisse pas se dépatouiller de Facebook. Bah, le but, en fait, c'est vite vu parce que Facebook, en fait, gagne de l'argent via la publicité. Hmm. Donc, ils ont tout intérêt, en fait, à ce que vu que les annonceurs, en fait, payent leur publicité, ils ont tout intérêt à ce que tu sois le plus longtemps possible sur Facebook. Ouais, c'est ça, que tu scrolles le plus possible. Exactement. Le simple fait, en fait, d'avoir vu une publicité, bah, tac, ça suffit à. Bon, il me semble qu'il faut aussi que tu aies cliqué Le lien, ouais. sur le lien pour que ça. Quoique même pas, hein, il me semble que si aujourd'hui, vu que nous on est dans le blogging, le simple fait on doit payer en fait pour que Pour notre être vu. publicité soit diffusée au plus grand Hmm. nombre. Donc c'est vicieux. Ouais, ouais. Il y a intérêt en fait à ce que les gens soient dessus. Et Hmm. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est le réseau social où il y a le plus de gens. Enfin, Toi, tu l'as toujours ton compte Facebook ou tu l'as enlevé alors en fait justement comme je l'ai supprimé de mon smartphone, j'ai gardé mon compte Facebook parce que mon compte Facebook habitude de réussite est toujours lié à mon compte Facebook principal. Du coup, j'ai gardé en fait le compte en lui-même, mais il est que sur mon ordinateur. Ouais, donc Ce tu qui ouais, fait que honnêtement, je n'y vais pratiquement jamais. C'est d'ailleurs même un défaut puisque maintenant, si quelqu'un m'écrit sur ma page habitude de réussite, j'oublie d'aller le voir. Typiquement, il y a 2 semaines, il y a eu un commentaire et je m'en suis aperçu il y a pas longtemps. Donc, c'est bien et c'est pas bien parce que la personne qui m'a écrit sur le commentaire avait besoin d'une réponse sans doute assez rapide, mais c'est bien parce que j'ai complètement décroché de Facebook, je peux hmm. totalement m'en passer. Ouais, mais ça c'est super, hein. C'est une vraie émancipation.
Et c'est pas grand-chose, hein. Il a juste suffi de les supprimer de mon smartphone. Mais même encore là, l'action de supprimer les applications, ça a été difficile. Parce que c'est une telle addiction en fait qu'on se dit ah mais je peux peut-être en avoir besoin ou on sait jamais. Le fameux on sait Ouais, jamais ouais, c'est ça. qui est vicieux finalement. Ouais, et on se retrouve à tapoter avec le doigt, à désinstaller avec la larme à l'œil. Et Exactement. Mais une au fois que truc. c'est fait, voilà. Mais une fois que c'est fait, c'est libérateur. Ouais, C'est là qu'on se rend compte en fait comme ils veulent justement capter notre attention euh, et par effet boule de neige notre temps en fait finalement. On se rend compte une fois que j'avais supprimé ces applications de mon smartphone, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais énormément de temps. ouais, c'est vrai. On va dire que si tu passes, allez, on va dire la réponse classique que les gens donnent, c'est ouais, mais je passe que 5 minutes, allez, 10 minutes sur Facebook. Mais si tu accumules en fait toutes ces 5 minutes dans une journée, en fait, tu te rends compte que tu as passé 3, 4, 5 heures sur tes réseaux sociaux, sur le Ouais, smartphone. ça peut monter aussi haut que ça. Ça peut monter très loin. Et puis, en 5 heures, bah, maintenant, comme moi, tu as créé un blog, tu te rends compte à quel point en 5 heures, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, surtout si on est bien concentré, justement, on n'est pas Tout à distrait, fait. Tout on à peut faire fait. énormément de choses en 5 Tout heures. à fait. En imaginant qu'on n'ait pas un blog pour les personnes qui ne sont pas là-dedans, en 5 heures, on peut préparer à manger, on peut aller faire une séance de sport, on peut lire un livre, on peut faire énormément de choses. Mhm. Ouais, tout à fait. Et, euh, et oui, alors donc justement là, pour reprendre concrètement ton changement d'habitude pour les réseaux sociaux, est-ce que ça correspond un peu à un pattern, tu vois, à une méthode, ou tu as fait ça comme ça correspond à ce que tu dis un peu dans ton document, le document que tu proposes sur ton blog, habitude de réussite, habitude 2.0. Oui, en fait, là où les habitudes sont puissantes, il faut bien savoir qu'en fait, les habitudes, elles sont là pour une raison bien précise, c'est que les habitudes surviennent dans le fait que le cerveau doit fournir le moins d'efforts possible. Alors, il n'est pas fainéant, le cerveau, hein. C'est juste parce qu'il a besoin d'être efficace pour se concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes. Donc, tout ce qui peut transformer en habitude, il va le faire. Typiquement, on a parlé qu'une habitude, c'est une action qui est répétée plusieurs fois. Dès le moment où on va dire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Le fait de, allez, de te lever et d'aller aux toilettes, si tu le fais une première fois, pas de souci, ça va pas être une habitude. Tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, le cerveau il va se dire ah tiens c'est intéressant, il n'arrête pas de le faire, c'est sûrement une habitude. Et là il va donner le signal, enfin il va donner l'ordre à une zone euh, qui est en lui de dire ben voilà cette action tu me la transformes en habitude et je ne dois plus y réfléchir. Et à chaque fois que le signal qui est de dire ben, je me lève, ça va activer automatiquement la routine qui est d'aller aux toilettes et puis de créer la récompense, mais c'est une action qui est faite totalement automatiquement sans demander de ressources au cerveau pour qu'il puisse se concentrer sur des tâches plus importantes. Typiquement, imagine si tu devais réfléchir à chaque fois que tu devais mettre un pied l'un devant l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais pied gauche, pied droit. Ah non, non, Ah, c'est c'est gauche. insupportable, ouais. Donc, voilà, c'est vraiment dans un esprit d'efficacité que le cerveau en fait transforme toutes ces choses en habitude. Et ce qu'il y a, c'est qu'il le fait de manière totalement, pour nous, ça devient totalement inconscient. Ça veut Mhm. dire qu'on n'y réfléchit plus du tout. L'habitude, c'est le principe de l'habitude, c'est qu'on fait quelque chose où on ne réfléchit pas du tout. Du coup, j'ai oublié. Tu peux juste me répéter ta question? Alors la question, ouais, bah à la base c'était comment on peut changer une habitude, Ah mais oui. là je pense que ouais, j'allais réagir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait ouais, je pense le cerveau il crée les habitudes pour préserver ses ressources de volonté un peu et de décision qui sont
qui sont limitées en fait dans une journée, Oui, non? exactement, voilà, parce qu'en fait, il a besoin, en fait, il faut une grosse énergie quand tu fais quelque chose, quand tu fais par exemple quelque chose de nouveau, on va reprendre l'exemple de la voiture. Quand il fait quelque chose de nouveau, il a besoin, il y a un pic d'énergie qui se crée dans le cerveau, il tourne à toute vitesse pour enregistrer toutes ces informations. Une fois qu'il les a enregistrées, il les transforme en habitudes, il les incorpore pour pouvoir en fait que tu puisses le faire de manière automatique sans que tu aies à réfléchir, de manière à pouvoir se concentrer sur d'autres choses. La raison pour laquelle je t'ai donné ces explications, c'est que là, on est dans l'inconscient. C'est vraiment quelque chose que tu fais on s'en rend même pas compte en fait Hmm. de ce processus. Et pour pouvoir justement créer une nouvelle habitude et changer une habitude, il faut prendre conscience des habitudes. Il faut pouvoir prendre conscience de ce processus qui est en route, de cette routine, de cette boucle de l'habitude pour comprendre en fait comment fonctionne le cycle de ces habitudes pour pouvoir en fait intervenir directement de manière totalement consciente. C'est en fait rendre conscient l'inconscient. Ouais, ouais. Et puis, ben, ouais, vas-y. Non, j'allais dire, ça demande un gros effort, j'imagine, en plus de passer de l'inconscient au conscient, de prendre conscience de ce qu'on fait, d'analyser, de se rendre compte de ce qui se passe dans nos habitudes automatiques. Tout à fait, ça demande beaucoup d'efforts et d'ailleurs c'est même quelque chose d'assez difficile dans le sens où certaines habitudes, elles sont tellement ancrées et, depuis longtemps et tellement ancrées profondément qu'on ne s'en rend. Pour aller rechercher la source de cette habitude et de se dire ah tiens, ce que je fais là, c'est nocif, c'est pas évident. C'est pour ça que, par exemple, il faut si vous êtes vraiment dans un processus de changer d'habitude ou de créer de nouvelles habitudes, c'est vraiment de lister et de savoir pourquoi en fait on veut créer ou changer cette habitude. Il faut vraiment avoir un pourquoi fort, sinon il n'y a aucune chance de réussir à le faire parce que le cerveau sera beaucoup plus fort que nous. Enfin, le Hmm. subconscient sera beaucoup plus fort. Euh, Ensuite, je pense que tu veux savoir comment changer une habitude. Ouais, bah justement, l'étape suivante, alors, puisqu'il y a en premier, donc ce sera lister le pourquoi, c'est ça? Voilà, oui. En fait, l'important, c'est déjà de dire, on sait qu'on peut avoir une influence sur nos habitudes. Aujourd'hui, si tu vas dans la rue ou autour de toi, tu demandes aux gens, bah, si tu vois par exemple quelqu'un qu'est-ce que je pourrais dire, bah, on va reprendre l'exemple du téléphone, qui va dire, ben, tu vas leur demander, mais pourquoi est-ce que tu es autant sur ton téléphone? Il va dire, bah, je sais pas, c'est une habitude et je peux rien y faire. Donc il ne se rend pas compte qu'en fait il a un pouvoir sur l'habitude. Dès le moment où on sait qu'on a une influence sur l'habitude, ça change déjà beaucoup de choses. Ça Hmm. change en fait notre pouvoir en fait de décision et d'action. Dès le moment où tu sais que tu as un impact sur quelque chose, tu sais que tu peux commencer à changer les choses. Donc, donc la première chose, ben, maintenant qu'on sait qu'on peut influencer nos habitudes, la première chose c'est de savoir pourquoi on veut changer ces habitudes. Le fait de changer une habitude pour changer une habitude, ça sert strictement à rien parce Hmm. que au bout je sais pas moi, de 2 3 jours, on aura vite fait de laisser tomber. Je peux donner un exemple parfait qui m'arrive en ce moment. Depuis qu'on a commencé le confinement, euh, j'ai associé ce confinement aux vacances et Ouais, d'accord. et au fait d'avoir au dimanche. Et en fait, la mauvaise habitude que j'ai prise, c'est c'est quand je me lève d'enfiler un training. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que dans mon état d'esprit, le training, il est associé au dimanche, aux vacances, au fait de ne rien faire. Ce qui fait qu'en fait, le simple fait d'avoir enfilé mon training, tu peux être sûr à pratiquement 95% que je ne vais rien faire de la journée. Ah ouais. Je vais avoir beaucoup plus de peine en fait à me dire, il faut que je bosse. Il faut que je me mette là actuellement, je suis en plein dans apprendre la lecture rapide. Ben, il faut que je lise mes livres, il faut que je Ah fasse ouais, des la lecture exercices. rapide, moi aussi, je suis en train de m'y mettre là. Faut qu'on se donne, on va s'échanger Pas de des bouts de temps problème. alors. Ça aussi justement, c'est une habitude à avoir qui sur le long terme peut avoir des conséquences
incroyable sur la vie. Ouais. Mais on en reviendra à l'occasion, on en discutera à l'occasion. Euh, Excuse-moi, je voilà, t'ai coupé, je t'ai pas de fait perdre le souci. fil. Ben voilà, comme je disais, voilà, le fait d'enfiler ce training, ça envoie le signal à mon cerveau qui est de dire, je suis à la maison, j'ai pas l'intention de sortir, j'ai pas l'intention de travailler. C'est comme si on était dimanche, qu'on était en vacances. C'est chill, quoi. C'est peinard. Ouais, On tu te se la coule conditionnes. douce. Voilà. En fait, ce simple signal, enfiler un training, entraîne la routine qui est de dire, ben voilà, on se la coule douce et on regarde la télé, on regarde des vidéos sur YouTube, on fait tout sauf des choses productives. Et ça va répondre à la récompense qui est de dire, ben cool, quoi. Hmm. Pas de prise de tête. Et du coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Hein. Au début, je me disais, j'étais frustré, je me disais, mais c'est pas possible, il faut que je me mette à travailler. Il y a mon blog qui attend, je dois écrire des articles, je dois faire des choses. Surtout que maintenant qu'il y a ce confinement, ben, je ne travaille pas. Donc, ça me laisse toute une journée pour avancer un maximum dans mes projets. Et j'étais frustré d'arriver en fin de journée et de me dire, je n'ai rien foutu. Ah, c'est Jusqu'au dur, moment, hein. voilà, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, le signal, c'était ce satané training, en fait. Du coup, je me suis dit, eh ben, on va inverser la vapeur. Dès que je me lève le matin, j'enfile mes habits comme si j'allais travailler. Hmm. J'enfile un jeans, je vais à la salle de bain, je me prépare vraiment comme si j'allais travailler. Je me coiffe, je me prépare. Comme ça, au moment où je prends mon petit déjeuner, en fait, le fait d'être habillé comme si j'allais travailler, ça m'a déjà conditionné en fait à travailler en Ouais, mode c'est ça. productif. Hmm. C'est tout bête, hein, mais le simple fait d'avoir changé ça a suffi en fait pour que je me remette à travailler. Ah ouais, ça a Et suffi. ouais, ça a suffi en fait parce que je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, comme je suis habillé, c'est comme si je devais me mettre en mode actif. Et du coup, si tu es à la maison et que tu es en mode actif, tu cherches des choses à faire. Ouais. Et quand tu es dans ce mode actif, le fait de regarder des vidéos de chats ou autres, bah, bah, typiquement, c'est de l'inactif. Ouais. Tu vois, actif, inactif, ben, le fait d'être inactif, tu vas chercher des choses peut-être plus productives à faire. Ouais. Tu vas essayer de lire, tu vas essayer C'est comme si tu avais ce pic d'adrénaline qui te dit, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses des choses. En tout cas, c'est dans mon cas, moi. Hein. Maintenant, chacun répond différemment au stimulus, mais dans mon cas, moi, ça a été ça. Le simple fait de changer ce petit paramètre dans mon quotidien a suffi pour que je me remette sur les rails et que je me mette à travailler. Euh, Typiquement, cette interview découle de ça, dans le sens où quand tu m'as proposé l'interview, comme j'étais en mode inactif, bah, j'étais aussi dans cette procrastination de dire bah, je remets ça une autre fois, on verra plus tard. Et le fait en fait de me m'être mis à m'habiller comme si j'allais travailler, je me suis dit tiens, il faut que je relance à Martin pour qu'on fasse cette interview et qu'on fasse bouger les choses. Ouais, bah c'est sûr. Et c'est ce que je me Donc disais tout à l'heure, toi, quand je t'ai appelé là, je me suis dit, ah, Adelin, quand même, c'est du solide, hein. On a parlé de ça, il m'a dit OK, et voilà, là, on est en train de préparer l'interview. Je me suis dit, c'est pas du vent. ouais, mais c'est ça. Je vais pas te mentir, ça a été un combat, Ouais, mais c'était un on combat a contre réussi à le faire, moi-même hein. parce que ouais, Génial. c'est là typiquement où là on a un bon exemple de ce que de mauvaises habitudes peuvent engendrer. Parce que si j'avais continué à m'habiller en training, à mon avis, j'aurais continué à repousser cette interview jusqu'au point où peut-être on aurait eu marre et t'aurais dit bon ben cette interview je la laisse de côté, je vais demander à quelqu'un d'autre et puis voilà. Hmm. Donc là j'essaye de rattraper un peu tout ce que j'ai mis de côté. Mais voilà, une fois qu'on a compris qu'on avait un impact sur nos habitudes, la moindre petite chose suffit à enclencher des conséquences assez énormes. Ouais, la simple prise de conscience, en fait, c'est déjà une Ouais, arme majeure, enfin un outil ouais, majeur tout à pour fait. changer ses habitudes.
Voilà. Et le simple fait que tu aies proposé cette interview, j'espère que ceux qui nous écoutent ont compris que les habitudes ont un pouvoir énorme, mais les gens vont le découvrir via ton interview. Moi, je l'ai découvert via le livre Le pouvoir des habitudes. Et ben, cette simple prise de conscience devrait normalement suffire pour les plus motivés, bien sûr, hein, pour les plus téméraires, à faire une différence. Les gens qui sont motivés, qui t'écoutent et qui vont être motivés à bouger les choses, ils vont se dire, ah bah tiens, je vais me focaliser sur les habitudes qui posent problème. Et on en vient justement à la phase suivante qui est de dire, voilà, vous avez trouvé vous cherchez le pourquoi vous voulez changer telle ou telle habitude. Maintenant, il s'agit de dire laquelle vous voulez changer. Il s'agit de lister en fait vos habitudes et de repérer à l'intérieur de ces habitudes lesquelles sont nocives, lesquelles ne le sont pas, lesquelles vous pouvez supprimer et lesquelles vous pouvez garder. D'accord. C'est Ouais, donc comme... tu as même pas forcément besoin d'un arsenal Alors, très pas du lourd. tout. Pas du tout, mais mine de rien, tu serais surpris de voir le nombre de gens qui ne prennent pas le temps de se poser et de lister. C'est Ouais, d'ailleurs une des habitudes que je vais proposer peut-être plus tard, c'est que et si tu prends le temps de regarder autour de toi et dans le monde même professionnel ou autre, regarde le nombre de gens qui notent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Tu te rendras compte qu'il y a énormément de gens qui ne le font pas du tout. alors que c'est très puissant. C'est extrêmement puissant parce qu'en fait, tu te forces en fait à te poser et à réfléchir. Et tu reprends conscience de la réalité, en fait. Ouais. Exactement. Tu sors de ta torpeur inconsciente. Voilà, ouais. Tu passes d'inconscient à conscient. Et ça, c'est la première étape, la plus importante et la plus puissante qui peut presque suffire Pour mettre au succès, en fait, alors. pour mettre la machine en route, ouais. Ouais, Parce qu'en fait, la réussite, c'est juste la suite d'événements qui s'enchaînent. La réussite, c'est typiquement, si vraiment je devais dire qu'est-ce qui m'a amené à cette interview aujourd'hui, c'est la lecture du livre Père riche, Père pauvre. Et pourtant, les deux n'ont totalement rien à voir ensemble. Hein. c'est vrai qu'on peut, comme ça, Entre ouais. les deux, il y a un nombre de choses qui se sont passées qui sont juste incroyables. Entre le moment où j'ai découvert j'ai découvert Père riche, Père pauvre, j'ai découvert l'immobilier, j'ai découvert le blogging, j'ai découvert le pouvoir des habitudes. Et petit à petit, tout ça, ça m'a amené en fait à cette interview. Donc il ne faut vraiment pas négliger certaines actions, comme par exemple le fait de prendre ce genre de notes et de se prendre le temps de poser, de réfléchir et de rendre conscient ce qui est inconscient. Ouais, ça me parle ce que tu dis là, parce que je sais que ça fait environ 3 semaines. J'ai eu du mal au début là, à prendre un petit carnet, à essayer de noter en temps réel ce que je fais. Et mine de rien, ça peut faire beaucoup. Ouais, c'est solide, parce que comme ça, à la fin de la journée, bon, bah, on voit concrètement si on a perdu notre temps. Oui. Et inversement, parfois, des journées où on ne se rend pas compte, on se dit, ah bah finalement, j'ai quand même fait pas mal de choses. Tout à fait. Ou alors, au contraire, se dire, tiens, bah là, il faut que je passe un peu moins de temps sur ce type d'activité. C'est vrai que c'est solide. Et ça te donne aussi un cap à suivre. Ouais. Et puis en plus, quand tu sais que tu dois écrire, ça met une pression. Ouais, tu te dis, ouais, je pense que c'est ça que tu voulais dire avec le cap. Ouais. Tu te dis, bon, j'ai mon cahier qui m'attend là, qui va me demander des comptes. Donc, il faut pas que je traîne, il faut que je sois efficace. Là, j'enchaîne des bonnes activités, pas trop de pauses, Oui. pas trop de vidéos de chat. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de pression et de cap, une habitude que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est que je me suis rendu compte que quand je me lève, une fois que je me suis levé et que j'ai pris mon petit déjeuner, mon premier réflexe c'est d'allumer mon ordinateur et très vite j'ai tendance à aller sur mes mails. Mes mails vont ensuite m'entraîner à quelque chose d'autre, qui va m'entraîner sur quelque chose d'autre et finalement ce que je voulais faire, je vais pas le faire parce que je me suis laissé
envahir par toutes ces petites choses qui ne servent strictement à rien. Ouais, c'est ça. Donc l'habitude que j'ai mis en place, en fait, c'est de prendre un post-it et de noter 3 tâches qu'il faut que je fasse en priorité avant de pouvoir allumer mon ordinateur. Et en fait, ce post-it, je le pose sur mon ordinateur. Et tant que je n'ai pas effectué ces tâches, je ne peux pas allumer mon ordinateur. Ouais, c'est les grosses pierres un peu, non, de Alors, c'est Madame les grosses Proudhon. pierres, mais de manière beaucoup plus soft, hein, de manière beaucoup. Ça va être, par exemple, pour l'écriture de mes articles, on va dire, ça va être de d'écrire à la main les 3 premiers chapitres, D'accord. tu vois, par exemple. Ou alors, ça va être de déjà faire tout ce que je peux faire sans l'ordinateur. Et une fois que j'ai vraiment besoin de l'ordinateur, là, je peux faire je peux faire mon travail. D'accord. Parce que l'ordinateur a quand même fait partie de mes grosses pierres. Enfin, ce que je dois faire sur l'ordinateur fait partie de mes grosses pierres. Mais disons que il suffit en fait d'être. C'est comme on parlait du smartphone avant. Bah, les emails, on a tellement pris l'habitude de consulter nos emails ou d'aller sur nos réseaux sociaux comme LinkedIn ou ce genre de choses que ça peut vite devenir une mauvaise habitude. Et on oublie en fait le travail qu'on est censé faire en amont. Ouais, on est complètement distrait Exactement. et Où on on se perd dit, le cap. Tu parlais du voilà, cap tout à l'heure. voilà, où on se dit tout d'un coup, ah bah tiens, je vais me mettre à l'aise en écoutant une musique et on va commencer à chercher une musique à écouter. Et avant qu'on s'en rende compte, on a épluché toute la playlist de YouTube et on n'a rien foutu. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place, c'est des micro-pierres, hein. C'est vraiment les Ouais, tâches que je peux faire sans l'ordinateur. d'accord. Pour vraiment me forcer à me dire, bon, j'en fais un maximum, comme ça je peux switcher sur l'ordinateur. Et puis même si au pire des cas, euh, je ne fais pas grand-chose sur l'ordinateur, le travail il a quand même été fait en partie sur papier ou dans un cahier. Donc il me suffira juste de transposer et c'est bon. Ok. Donc voilà, ben, le pourquoi fort, listé. Et puis ensuite, maintenant qu'on a compris cette histoire de signal, routine et puis récompense, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une habitude, alors si on veut en créer une nouvelle, ce qu'il faut savoir, c'est que, non, comment je pourrais dire, non, non, non. Si on veut, par exemple, changer une habitude, il faut savoir que il n'y a pas besoin de changer 36 000 choses. Vous allez tout de suite comprendre en fait pourquoi avant je parlais de mes rituels, pourquoi j'ai changé mon training contre un jeans. Ben, c'est simplement parce que pour changer une habitude, il n'y a pas besoin de changer le signal, il n'y a pas besoin de changer la récompense. Il faut garder les mêmes, mais il faut juste changer la routine. Ouais. Il suffit en fait de changer l'action qui pose problème pour pouvoir changer d'habitude. Par exemple, ben, dans les exemples que je t'ai donnés, dans le cas de ce confinement, ben, ça a été le fait de changer et de mettre un pantalon au lieu d'un training. Voilà, j'ai changé cette action-là et du coup, ça a changé ma boucle de l'habitude. Ouais, il peut suffire de pas grand-chose Voilà, pour aller exactement. complètement Ouais, à l'opposé. ouais, ouais. Après, il faut aussi bien savoir une chose, c'est que on dit changer une habitude, mais en réalité, une habitude, elle ne se change pas, elle se remplace. J'aime bien parler du principe de l'échange équivalent. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Alors, c'est un principe qui est complètement fictif, hein. C'est tiré d'un célèbre manga qui s'appelle Full Metal Alchemist. Et dans ce manga, il parle d'un principe qui s'appelle le principe de l'échange équivalent, qui est de dire pour obtenir une chose, il faut en donner une de même valeur. Eh bien, dans les habitudes, c'est exactement la même chose. On ne peut pas changer une habitude sans en avoir pris une autre. Ça veut dire que changer une habitude, on ne peut pas dire je supprime une habitude.
D'accord. On est obligatoirement obligé d'en prendre une autre. Ça veut dire qu'en fait, on la remplace. Et puis, il est important aussi que cette habitude, en fait, corresponde entre dans cette boucle de l'habitude. Euh, Parce que sinon, en fait, si, imaginons, on décide de de remplacer l'habitude, je vais dire, changer le McDonald's par manger des graines, le changement, il sera tellement violent, en fait, que ton ancienne habitude, elle va revenir, mais de manière peut-être beaucoup plus exagérée. Hmm. Tu risques d'abandonner beaucoup trop vite, en fait, si tu passes d'un extrême à l'autre. Ouais, ouais. Alors que, par exemple, si tu dis, ben voilà, au McDonald's, je vais peut-être me contenter d'un menu small, déjà pour commencer, hein, c'est quelque chose de vraiment pour y aller étape par étape, ben, ça sera déjà un petit plus. Ensuite, tu vas te dire, ben voilà, le McDonald's, ok, je vais essayer de l'espacer. Et au lieu et remplacer les jours auxquels j'allais au McDo par aller faire une course à pied. D'accord. C'est vraiment cette notion de remplacer et non de juste supprimer. C'est comme, il faut savoir que c'est comme sur ton ordinateur, euh, quand tu supprimes un fichier, il n'est jamais totalement supprimé. Il est toujours stocké quelque part. Bien sûr, nous, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas informaticien, mais en réalité, il est caché quelque part et si on veut, celui qui s'y connaît peut aller le récupérer à tout moment. Ouais, même quand tu effaces quelque chose de ton disque dur, en fait, il est jamais vraiment effacé. Il reste toujours Voilà, des traces magnétiques, voilà. un truc comme ça. Voilà. La seule façon, en fait, de supprimer définitivement quelque chose d'un disque dur, c'est de l'ouvrir et puis de l'ouvrir. Parce qu'en fait, au moment où tu ouvres un disque dur, il ne faut pas qu'il y ait de poussière dans les disques durs. Le simple fait de l'ouvrir, tu viens de bousiller ton disque dur et il est inutilisable. D'accord. Donc voilà, c'est la seule façon d'être sûr qu'on ne va rien récupérer. C'est pour ça que, par exemple, si tu décides de jeter ton ordinateur, avant de le jeter à la décharge, bah, tu vas prendre ton disque dur, soit tu vas l'ouvrir, soit tu vas demander à un informaticien de l'effacer complètement, pour qu'on ne puisse pas, le cas échéant, récupérer ce qu'il y avait dessus. Hmm. Donc voilà, bah, pour les habitudes, c'est la même chose. Le cerveau stocke absolument toutes les habitudes. Ça veut dire que les mauvaises habitudes sont toujours là. C'est juste qu'elles sont écrasées par les nouvelles habitudes. D'accord. Tant que Ouais, ces nouvelles... pour rester dans le langage informatique, faut Voilà, écraser. ouais. Voilà, D'accord. ouais. Pour, bah, en fait, c'est comme si elles se superposaient, en fait, et puis que c'est elle qui a la priorité, en fait, sur, sur l'ancienne habitude. Si on veut prendre un exemple pour ceux qui ne sont pas dans l'informatique, on pourrait parler des priorités sur la route. Si on veut, en fait, l'ancienne habitude a un feu rouge et la nouvelle habitude a un feu vert. Ouais. Donc, tant qu'en fait, celle qui est au feu vert, la nouvelle habitude, reste au feu vert, il n'y a pas de problème. Mais si par malheur, on vient à la délaisser, l'ancienne habitude va repasser à l'orange. Et là, ça peut devenir dangereux parce qu'elle peut venir supplanter l'habitude qu'on avait voulu prendre, la bonne habitude qu'on avait voulu prendre. D'accord. Et justement, tu as des techniques un peu à nous donner pour éviter ça, le retour de la mauvaise habitude? Alors déjà, tout simplement, prendre conscience qu'une habitude, on ne peut pas juste supprimer une habitude. Donc Il faut rester sur savoir, ses gardes un peu aussi. Ouais. voilà, en fait, c'est vraiment se dire au moment où on décide. Alors, si on décide d'implémenter une nouvelle habitude, il y a de fortes chances que ce soit pour en supprimer une autre. C'est rare en fait c'est d'où ce principe de l'échange équivalent. C'est rare qu'on implémente une nouvelle habitude sans empiéter sur une autre habitude. Hmm. Donc, il s'agit vraiment, quand on a fait le listing de nos habitudes, de savoir celles qui finalement vont être shootées de la liste. Euh, le mieux, c'est encore, comme je dis, bah, de bien prendre conscience que les habitudes, elles se remplacent.
et de cibler précisément les habitudes qu'on veut implémenter et de mettre en fait un plan d'action en place pour pouvoir le faire. Parce que si on se dit juste, bah tiens, je vais changer cette habitude par celle-là, on va peut-être le faire 1 ou 2 jours, mais selon la complexité en fait de l'habitude, on risque de vite laisser tomber. Et l'ancienne habitude va vite revenir. Et le problème, c'est que si par exemple on dit, je donne un exemple, je veux changer d'habitude, je veux plus faire l'habitude de boire du coca. Si on n'a pas pris le temps de choisir une habitude qui vient compenser ce fait de boire du coca, on risque en fait non seulement soit de récupérer l'habitude qu'on avait, donc boire du coca, soit de l'aggraver dans le sens où soit on va boire encore plus de coca, soit encore pire, on va aller boire quelque chose de beaucoup plus fort. Je vais te donner par exemple un exemple, je sais pas moi, je vais dire l'alcool ou du Red Bull, qui à mon sens est beaucoup plus dangereux en fait que le coca. Donc c'est pas à prendre à la légère. Quand on décide de changer d'habitude, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut changer et comment on veut le changer. Vraiment lister comment on va le changer. Et savoir que y a qu'une chose à faire, c'est changer un détail, c'est la routine. Moi, typiquement, ce que je fais, c'est que quand j'ai changé cette histoire de training, j'ai commencé par me dire, mais pourquoi est-ce que je travaille beaucoup moins depuis que je suis en confinement? Je me suis rendu compte que dans mon état d'esprit, le confinement, je le voyais plus comme des vacances qu'autre chose. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais pendant les vacances que je ne fais pas en fait quand je travaille? Et ben là, j'en suis arrivé en fait à cette histoire de training. Je me suis dit, c'était pas si évident que ça alors. Voilà, donc il faut vraiment avoir ce processus de poser les bonnes questions en fait, de se dire comment est-ce que j'en suis arrivé là? Quels ont été les facteurs en fait qui ont déclenché ce résultat? Et une fois qu'on remonte en fait le cours des choses, on se rend compte que c'est cet élément-là qui fait la différence. La question, ce serait de dire quelle action m'a amené à ça. Là, dans mon cas à moi, c'était le training. Mais c'est fou de se dire que ce simple training a eu un impact sur toute ma psychologie. Ouais. Après, ouais, c'est vraiment, si tu es capable d'identifier, on pourrait dire comme ça, chercher le pourquoi, lister les habitudes qu'on souhaite changer, lister les habitudes par lesquelles on voudrait changer, hein, celles qui sont le plus bénéfiques. Ensuite, l'étape suivante, ce serait de dire, ok, dans les étapes, dans les habitudes que j'ai actuellement et que je souhaite remplacer, quel est le signe, prenons une habitude, quel est le signal? Donc, qu'est-ce qui déclenche en fait cette habitude? Est-ce que par exemple c'est le réveil? Donc, est-ce que c'est le fait d'entendre quelque chose? Est-ce que c'est une odeur en particulier? Est-ce que c'est une émotion qui va déclencher ça? Une fois qu'on est capable de dire quel est ce signal, on va aller chercher quelle est la récompense. Pourquoi est-ce que j'exécute en fait cette action? Et puis ça va peut-être être parce que je me sens mieux, ça m'apaise, ça me procure du bien-être ou voilà, ce genre de choses. Une fois qu'on a trouvé le besoin et la satisfaction, la récompense qu'on acquiert avec ce signal, on peut dire ok, j'ai ce signal, j'ai cette récompense, maintenant quelle routine j'effectue pour en arriver à cette récompense? Et une fois qu'on a trouvé cette routine, ça va peut-être être de dire aller chercher une canette de coca dans mon frigo. Et ben on va dire ok, cette routine je la remplace par une autre. Qu'est-ce que ça peut être? On peut dire bon, déjà le simple fait d'ouvrir son frigo et de voir le coca, c'est suffisant pour que ce soit un signal. Donc
qu'est-ce qu'on peut faire en premier comme action? Bah, c'est de dire, je supprime le coca de, De ma liste pardon, de courses. je le supprime de ma liste de courses et puis je le remplace bah, par qu'est-ce que je pourrais dire? Quelle boisson pourrait être, Par des sachets de thé ou par par exemple, ou même de l'eau. de l'eau, ouais. Parce que le simple fait qu'il y ait tout simplement plus le choix, parce que tu vas chercher à aller chercher quelque chose à boire, mais le simple fait de plus avoir de coca, tu vas te rabattre sur quelque chose d'autre. Hmm. Bah, typiquement là, ce sera l'eau en fait. C'est un peu se forcer à ne plus avoir le choix pour modifier cette routine. Ou contrairement au coca, on peut prendre par exemple quelque chose de sucré. Tu supprimes cette chose sucrée et tu la remplaces par des fruits. Mhm. La faim en soi, elle est toujours là. Le signal, c'est toujours le même. C'est le fait de dire, bah, par exemple, que tu as faim ou que tu as soif. La récompense, ça va être dire d'assouvir ce besoin, donc étancher ta soif ou rassasier ton ventre, mais simplement de remplacer la routine par quelque chose d'autre, par un fruit ou par de l'eau. Hmm. Là, c'est dans l'exemple dans le fait de manger, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Typiquement, moi, dans mon cas, j'ai remplacé, je voulais implémenter le fait de lire et d'écouter beaucoup plus de podcasts audio et autres. Bah, typiquement, j'ai dû remplacer ça j'ai dû supprimer le temps que j'écoutais de la musique, ou le temps que je passais à regarder des vidéos, ou le temps que je passais sur mon téléphone. Hmm. Donc j'ai remplacé la routine, j'ai pris la routine de dire bon, je lis un livre, mais tout le temps où je suis en train de lire un livre, ben, je le passe pas à regarder mon téléphone, excepté si j'ai un Kindle. Ouais. Auquel cas, ben voilà, j'utilise mon smartphone pour lire, mais dans tous les cas, je suis en train de faire une habitude différente que de regarder YouTube ou de faire toute autre chose qui ne sert pas à grand chose. Hmm. Donc, ce serait vraiment ces étapes-là. Trouver le pourquoi, lister les habitudes qu'on veut changer, trouver les habitudes qu'on veut acquérir. Ensuite de ça, chercher pour chaque habitude le signal qui déclenche l'habitude, trouver la récompense qui répond à ce besoin, et puis ensuite trouver la routine qui, qu'on exécute en fait. Quelle est l'action qu'on fait qui nous amène à avoir notre récompense? Donc ce serait un peu les étapes et la méthode pour, euh, pour arriver à quelque chose de concluant, j'ai envie de dire. D'accord. D'accord, ouais, c'est le système que tu nous proposes pour Voilà, changer parce les que habitudes. au début, hein, parce que c'est sûr, il y a pas de méthode miracle. Il suffit pas de claquer des doigts pour le faire, parce qu'il faut pas oublier que l'adversaire qu'on a en face, c'est le cerveau et c'est le Ouais, subconscient. Et à ce niveau-là, il est nettement plus fort que nous. c'est ça. Donc, Ouais. tant qu'en fait on ne le force pas à, si on le force pas si on le bat pas en fait avec des armes puissantes, on n'a aucune chance d'y arriver. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'avais écrit justement dans mon bonus, j'avais écrit dans mon bonus justement le fait que il était très facile en fait de laisser tomber, parce que le cerveau en fait va mettre en place plein de stratagèmes pour nous empêcher d'arriver à nos moyens. Donc si on n'a pas une méthode, une méthodologie et une stratégie pour réussir à contrecarrer ça, on risque d'échouer, parce que le cerveau il est nettement plus fort que nous. Typiquement, il va nous mettre, il va nous faire croire que ça en vaut pas la peine, que c'est trop difficile, que voilà, toutes ces petites stratagèmes qui vont faire qu'on va abandonner. C'est cette petite voix dans la tête qui va nous dire ouais, mais
regarde, là, il y a cette émission à la télé, regarde, prends juste 5 minutes pour regarder ce qu'il y a sur YouTube, prends 5 minutes pour aller sur Ouais. Facebook, et Allez, puis juste une fois, c'est pas grave. c'est pas Tu grave. arrêteras demain pour de Exactement, bon. exactement. On rigole avec ça, mais c'est les stratagèmes mis en place par notre Ouais, cerveau et par on notre... rigole, mais c'est dramatique, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, une fois qu'on a rendu le fait de savoir que nos habitudes, on a un pouvoir dessus, ça suffit pas. Il faut vraiment maintenant mettre en place des stratagèmes pour contrecarrer le cerveau, notre subconscient et notre intellect quelque part, parce qu'on est des gens. Enfin, c'est quand même on joue contre notre intelligence en fait, parce que il faut être très intelligent on fait preuve de beaucoup de malice et de subtilité pour, pour en arriver à ce genre de choses. La procrastination, c'est juste un niveau d'intelligence très élevé, j'ai envie de dire. C'est ironique, mais c'est presque ça. Tous les stratagèmes qu'on met en place pour pas faire quelque chose. Typiquement, combien de fois, il suffit d'observer les enfants, quand ils veulent pas faire un truc, ils vont trouver toutes les petites raisons possibles pour pas faire du tout la chose. Et ça fonctionne aussi pour nous. Je veux dire, je sais pas s'il t'est déjà arrivé, toi, de, de dire, ah, il faut que je fasse cette chose, mais tu vas trouver toutes les raisons possibles Ah bah ouais, de ne bien pas le sûr. faire. Mmh. Mais ça, c'est de l'intelligence. Hein. On s'en rend pas compte, mais une fois qu'on a pris conscience qu'on a un impact là-dessus, on se dit, ah, bah tiens, en fait, c'est un adversaire. On est notre propre adversaire. C'est comme si on était face à un miroir, en fait. Mmh. C'est un combat de tous les instants où si on baisse notre garde, on risque d'être couché au sol. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience avec ce confinement, puisque j'ai perdu quand même 2 à 3 semaines à ne pas faire grand-chose. Ouais. Ouais, ouais. C'était très puissant, ouais, comme habitude. Ouais, et c'est pas grand-chose, hein, parce que Mmh. finalement, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que euh, aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones et par exemple de la société actuelle dans laquelle on est, on obtient tout instantanément. Aujourd'hui, t'as plus besoin d'aller. Si tu veux quelque chose, il te suffit de vite aller sur Internet, il te suffit de passer par. Je vais dire une bêtise. T'as besoin que quelque chose te soit livré. Aujourd'hui, c'est possible avec les Amazon Express où tu vas être livré en 48 heures, 24, 48 heures. Ou même pas. En Chine, c'est encore plus exagéré. Tu peux être livré dans les heures qui suivent. Donc, on est dans cette gratitude instantanée, dans ce besoin d'avoir tout et tout Mmh. de suite. Donc, on joue en fait non seulement on se bat contre nous-mêmes, mais en plus on doit se battre contre tout l'environnement qui est autour, Ouais. qui est de dire c'est tellement facile en fait d'avoir les choses d'un claquement de doigts. Alors pourquoi on devrait en fait faire l'effort de changer ses habitudes et de galérer quelque part, alors qu'il suffirait de se laisser aller et puis d'aller sur Netflix au lieu de lire, par exemple, et d'apprendre de nouvelles choses. Mmh. C'est cette gratification immédiate qui est aussi très, très dangereuse. On nous a incorporé dans l'inconscient qu'on pouvait avoir tout et tout de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, ça influe sur beaucoup de choses, sur la vie de couple, sur notre patience aussi, puisqu'aujourd'hui, les gens, si tu regardes, sont extrêmement impatients. Ouais. Euh, les gens ne veulent plus attendre parce que justement, ils sont trop habitués à avoir tout et tout de suite. C'est, donc voilà, on peut pas en fait changer ses habitudes par une méthode miracle, sauf par le fait de prendre sur soi et de vraiment c'est comme si on partait à la guerre, hein, j'ai envie de dire. On met en place une stratégie et on s'y tient et on met en place des stratagèmes pour, euh, pour réussir à atteindre nos objectifs. Typiquement, le fait d'enlever le coca, le fait de le remplacer par autre chose, c'est des stratagèmes. Mmh.
Mais on ne serait pas obligé d'en arriver là si on n'avait pas un cerveau aussi bien conçu. Hmm. Donc Ouais. voilà, après ça dépendra toujours de chacun. Ces étapes que j'ai données, elles dépendront de l'habitude à mettre en place et de l'environnement de la personne. Parce qu'il faut savoir que selon l'environnement dans lequel tu es, ça peut être plus ou moins difficile de changer d'habitude. Si tu es dans un environnement qui est stressant ou si tu vis des situations qui sont pas faciles, il sera juste pratiquement pas possible, ou du moins très difficile de changer tes habitudes. Il faudra aussi en fait mettre en place un environnement qui te permet en fait de d'y arriver le mieux possible. Ouais, c'est rien, ne rien laisser au hasard. De toute Ouais, façon. typiquement, moi j'aime bien dire que quand je suis chez moi, je suis dans une sorte de bulle, dans une forteresse où je suis à l'abri du monde extérieur. Et qu'en fait, les règles qui sont, ou les règles extérieures n'ont pas d'influence sur ma petite bulle. Donc tout ce qu'il y a chez moi, en fait, n'est régi que par mes règles à moi et non par les règles imposées par l'extérieur, c'est-à-dire par la société, par les nouvelles technologies, par ce genre de choses, par mon bien-être. J'essaye d'influer un maximum sur mon bien-être et ça passe par plein de choses. Typiquement, ne pas regarder les médias. On parlait dernièrement de la diète médiatique. Ben, c'est une habitude que j'ai dû prendre pour que mon environnement soit sain. Ouais, tu te retires des tentations immédiates. Exactement. En fait, pour ne pas laisser le monde extérieur venir m'envahir. Parce que vous pouvez même faire le test. Hein. En cette période de crise, il suffit par exemple de regarder tous les jours les informations au niveau du journal, au niveau des news à la télé, des news à la radio. Ça ne parle que du coronavirus, que de l'effondrement de la bourse, que de choses négatives. Et si tu fais ça pendant toute une semaine, ben, à un moment donné, ton subconscient il va avaler tout ça et ton énergie et tu vas t'alimenter de tout ça et ton énergie va baisser jusqu'au moment en fait où tu vas penser de manière négative et tu vas plus en fait voir les perspectives qui sont autour de toi. C'est un constat que j'ai fait aussi quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre. C'est de voir à quel point mon état d'esprit avait été affecté par les choses qui m'entourent et par ce que j'entends au quotidien et par tous les messages en fait qu'on m'envoie. D'où le besoin en fait de me couper de tout ça. Mais en fait, ce bouquin, c'est plus du développement personnel quasiment que l'éducation Alors, financière, hein, il me semble. alors, c'est lui il le vend comme étant de l'éducation financière, mais si toi de base tu as des connaissances en éducation financière, bah, ce sera juste un récapitulatif. Mais pour une personne qui ne connaît absolument rien à l'éducation financière, non seulement il va apprendre des choses, mais en plus de ça, bah, il va avoir ce côté développement personnel, dans le sens où, dans ce livre, en fait, il partage les conseils d'un père riche euh, à son enfant vis-à-vis d'un père pauvre. Et en fait, il compare ces deux états d'esprit et ça permet de voir, en fait, où on en est. Typiquement, bah, c'est là que je me suis rendu compte que le fait d'être dans le salariat, ça encourage en fait à avoir cet état d'esprit pauvre, d'autosuffisance en fait, de suffisance, d'être toujours dépendant de l'État, de toujours être, j'ai envie de dire, un peu négatif dans le sens où on va se plaindre des retraites, on va se plaindre des décisions politiques et ce genre de choses, alors que de l'autre côté, il va te présenter l'état d'esprit du père riche qui est de dire ben en fait c'est toi qui as le contrôle, il existe des actifs, il faut comprendre comment tourne l'argent, et ce genre de choses. Mais tout est une question en fait finalement d'état d'esprit. Hmm.
Et donc, tu te le recommandes alors ce bouquin, Père riche, Père pauvre? Alors, je le recommande pour tout ce qui est. Alors, pour toi qui est dans le trading, tu connais déjà, je pense, tout ce qui est. Enfin, l'état d'esprit de dire actif, passif. Donc, tu ne devrais pas apprendre grand-chose à ce niveau-là. Maintenant, pour une personne qui n'y connaît absolument rien et qui démarre, on va dire les débutants qui se lancent dans le trading, ce serait peut-être intéressant parce que ça apporte en fait une perspective qu'ont les gens qui sont fortunés. Ça te permet de voir en fait un monde que tu ne connais pas du tout. Euh, Moi, typiquement, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me suis rendu compte qu'effectivement, mon état d'esprit, c'était un état d'esprit pauvre parce que je ne connaissais rien aux actifs et aux passifs. Je ne savais pas qu'il était possible d'automatiser mon argent, notamment grâce à l'immobilier. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer avec tous ces rouages en fait pour avoir une vie autre que de travailler jusqu'à 65 ans et puis de travailler en fait toute sa vie pour profiter un minimum durant pour attendre la retraite en fait. Il existe autre chose. C'est surtout là où le livre il aide. Après, si maintenant les gens se sont lancés dans le trading, c'est peut-être qu'ils savent déjà ce genre de choses. Donc après avoir le niveau en fait de chacun, je le recommanderais plus pour se faire une petite idée, mais il faut pas s'attendre à ce que grâce à ce livre on devienne du jour au lendemain multimillionnaire. Ouais, ouais, bien sûr. C'est plus un livre de prise de conscience. Et l'autre bouquin, là, c'était Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes, alors je le conseille fortement. C'est qui l'auteur? C'est Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G. Le titre, c'est Le pouvoir des habitudes. Hein. C'est le seul qui est. C'est le seul livre d'ailleurs, je crois, qui traite autant des habitudes. D'ailleurs, c'est là où vous retrouverez la boucle de l'habitude. Et lui, il se base en fait sur énormément d'expériences scientifiques et il donne des exemples concrets. Par exemple, il parle de Starbucks, comment ils ont réussi à transformer, grâce à certaines habitudes, à transformer un individu qui était en échec scolaire et qui avait des soucis avec, avec tout ce qui touche au monde du travail, qui n'arrivait pas à garder en fait un emploi euh, sur le long terme, à comment ils ont réussi en travaillant sur ces habitudes à en faire un manager top qualité. Ensuite, il y a aussi, il parle de, il y a une, par exemple, comment un PDG a réussi, en changeant juste une habitude, à faire grimper le chiffre d'affaires d'une entreprise de passer de plusieurs millions à plusieurs milliards. D'ailleurs, j'en ai écrit sur mon blog une chronique assez vite fait en prenant certaines des histoires. Donc ça peut déjà être un bon début si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Voilà, il y a sur mon blog certains des passages de ce livre, mais sinon je le recommande parce que il permet de vraiment réaliser à quel point les habitudes sont puissantes et ont un pouvoir en fait sur nous. En fait, ça te fait comprendre l'urgence dans laquelle on est quand qu'il faut changer les habitudes. Ça te met dans un état un peu pas de panique, mais de se dire, OK, maintenant, il faut que je prenne les choses en main parce que c'est grave. C'est grave, ouais. Voilà. Il donne aussi l'exemple on parlait des entreprises qui étudie les habitudes, il donne l'exemple de Pepsodent, c'était un fabricant de dentifrice. On découvre en fait que avant que ce Pepsodent arrive aux États-Unis, très peu de gens se brossaient les dents. Et ils expliquent en fait comment, grâce à comment influencer comment en fait apporter une récompense aux gens, ils ont réussi en fait à faire que la majorité du pays se mette à se brosser les dents. Et puis voilà, on voit en fait à ce moment-là, on prend conscience du danger d'être manipulé par certaines sociétés, mais on prend aussi compte du pouvoir qu'on a nous en fait
de l'impact qu'on peut avoir sur nos habitudes. Ah, ça, pour moi, c'est vraiment la prise de conscience là de cet échange qu'on a avec toi, c'est justement prendre conscience de nos habitudes, de tous nos automatismes Mhm, mhm. et du pouvoir que ça a sur notre vie. Ouais, mais c'est vraiment, là encore, moi j'en parle, mais le fait de lire le livre, c'est encore plus violent, j'ai envie de dire. Je peux encore vous donner un exemple. Au début du livre, il parle en fait d'un soldat qui était enfin d'un général, un commandant qui était en Irak ou en Afghanistan, je sais plus exactement où c'est, un des deux. Et en fait, ils se sont rendus compte que il y a une place dans une des villes où les gens en fait commençaient par se réunir. Donc ça formait d'abord un petit groupe et petit à petit le groupe grandissait jusqu'au moment où des émeutes commençaient à apparaître. Donc ils ont essayé d'étudier en fait, d'essayer de comprendre pourquoi ces émeutes apparaissaient et ils se sont rendus compte que les gens venaient en fait se réunir autour de vendeurs de kebab pour pouvoir manger. Et en fait, en se rendant compte de ça, ils se sont dit, bon, on va enlever les vendeurs de kebab, on va les exclure de cette place. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens commençaient à se réunir, mais comme les gens commençaient à avoir faim, ils n'avaient plus du tout d'énergie en fait pour commencer à protester. Donc la foule se dispersait automatiquement. D'accord. Donc là, on a un bel exemple de comment on peut influencer sur les habitudes en changeant un détail. Hein. Ouais, ça mériterait d'écrire toute une thèse en fait, hein, ce thème. Alors, Cette interview n'est pas du tout assez grande pour contenir tout ce qu'il y on aurait à peut, dire, j'imagine. ouais, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Maintenant, bah voilà, les gens n'ont pas forcément, on en revient au fait que les gens sont beaucoup plus pressés qu'avant. Les gens n'ont pas forcément le temps ni l'envie ni la motivation de commencer à éplucher des livres comme Le pouvoir des habitudes, commencer à regarder des, des, des études scientifiques. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis en place Habitudes de réussite. C'est pour en fait filtrer en fait toutes ces informations et essayer d'apporter quelque chose de concret, en fait, des méthodes et essayer de trouver un moyen, en fait, de rendre ça beaucoup plus pratico-pratique, sans devoir faire tout ce travail qu'il y a en amont. Hmm. Mais oui, le livre, Les pouvoirs des habitudes, je le recommande. Il n'est pas évident à lire, mais je le recommande. D'accord. Ok, je vais essayer de m'y mettre, hein, le bouquin. Il est long, c'est quoi? Nombre de pages? Attends, mais je crois Attends, qu'il je vais fait. regarder. Si t'as pas en tête le nombre de pages, je vais Non, regarder. j'ai pas. Mais je crois qu'il fait quelque chose comme entre 500 et 600 pages. Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais, ouais. Puis en plus, il est en format livre de poche, donc c'est écrit en tout petit. Et puis c'est des sujets qui sont quand même je pas envie de dire scientifiques, mais presque. Du coup, c'est pas on va dire, c'est pas l'histoire à la Harry Potter qui te donne envie de tourner les pages. C'est pas un Ouais. page turner, tu vois. D'accord. Donc il faut vraiment faire preuve de volonté en fait pour aller jusqu'au bout en se disant je cherche réellement quelque chose. Ensuite, il faut aussi prendre compte que c'est un livre à l'américaine. Donc c'est un livre où en fait, avec un seul chapitre, tu as tout ce qu'il faut pour... tu as compris le gros du, du sujet. Typiquement, ben, il l'a séparé en trois parties. Et dans chaque partie, en fait, il développe chaque catégorie. Donc, dans une première partie, il y a le signal. Donc là, il développe tout ce qui est le signal et à quoi ça correspond. Ensuite, dans la deuxième partie, il parle de la routine, donc comment ça fonctionne. Et dans la troisième partie, il parle de la récompense. Et à chaque fois, en fait, il te raconte trois histoires différentes. Ce qui fait qu'en fait, ça peut vite devenir très long, alors qu'en fait, il aurait suffi d'une seule histoire. Et ensuite, toutes ces histoires, elles sont agrémentées d'études scientifiques entre chaque histoire. Hmm, hmm. Donc, ça prend vite beaucoup de temps. Si la personne n'est pas motivée à tout lire, ça peut vite décourager. Donc, moi, j'encourage à peut-être déjà lire l'article que j'ai écrit ou même chercher des résumés du livre sur Internet. Je sais que sur le blog d'Olivier Roland, des livres pour changer de vie, il y a le résumé. Déjà, commencer par ça. Et ensuite, si vraiment vous êtes très motivé, lire le livre.
C'est quoi l'article dont tu parles sur ton blog? Alors, mon blog, c'est tout simplement le pouvoir des habitudes. C'est le Ah, titre, c'est le pouvoir des d'accord. habitudes. T'en as fait un résumé sur ton Voilà, blog. ouais. Ok. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour chaque partie, hein, comme je t'ai expliqué avant, j'ai pris une histoire pour Ok. couvrir en fait chacun des panels. Ok. Ensuite, je l'ai divisé en deux parties parce que c'est quand même un article qui fait plus de 2000 mots. Donc, j'ai choisi de le diviser en deux pour faciliter en fait la lecture. Et je donne aussi mon avis justement par rapport au fait que bah, les points positifs et les points négatifs que je viens de citer tout à l'heure par rapport au fait que il est assez long, le format il est pas évident pour les gens qui lisent pas forcément beaucoup, c'est pas le meilleur des formats, ça peut vite même dégoûter. Donc voilà, mais je pense que c'est un bon début de lire ces articles-là, les résumés, lire mon résumé, lire le résumé d'autres personnes parce que je suis pas le seul à l'avoir fait. Ça permet aussi d'avoir en fait la globalité du livre. D'accord. Sinon, pour les gens qui aiment vraiment pas lire, il y a le livre il y a l'application qui s'appelle Cooper. Et puis eux, ils font en fait un condensé des livres. Ça veut dire qu'en fait, en 20 minutes, ils t'expliquent ce que tu dois tirer du livre. Mais j'ai jamais testé et je sais pas en fait quelle est la qualité de ces résumés. Hmm. Mais pour les plus motivés, je conseille ce livre. Ok. Ouais, j'ai trouvé effectivement les deux articles sur ton blog, ouais. Ouais. Ok. Mais moi, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Est-ce que tu veux encore développer quelques points pour la fin de l'interview? Oui, je me dis que ce serait pas mal de donner trois habitudes qui seraient pas mal à implémenter en tout début, surtout pour les gens qui ne savent pas par où commencer. Euh, Moi, dans mon processus, hein, je fais ça depuis 2018. Euh, j'ai vraiment essayé de cibler les habitudes que je considère comme étant primordiales. C'est ce que j'ai appelé les habitudes piliers. Elles sont au nombre de trois en fait, et elles se divisent de cette façon. C'est d'abord la lecture, le fait de lire des livres, et bien sûr de ne pas lire n'importe quel livre. Il faut lire pas mal de livres de développement personnel, lire des livres pratiques. Si par exemple typiquement là, tu es les élèves enfin des prospects des lecteurs qui lisent ton blog et qui sont intéressés par le trading, bah, il s'agit de lire des livres sur le trading, mais aussi lire des livres peut-être aussi sur le développement personnel, sur la psychologie, vu que tu traites aussi de la psychologie, pour avoir en fait de nouveaux schémas mentaux et d'avoir une vision du monde avoir une vision du monde plus large. Parce Ouais. que on se rend pas compte, mais les livres en soi ont un pouvoir qui est juste incroyable, aussi puissant que les habitudes. Je veux dire, si on combine ces habitudes, ces livres, ces trois habitudes entre elles, ça peut donner quelque chose de très très puissant. Surtout que Pardon. santé. Merci. Surtout que lire un livre, ce qui va se passer quand tu lis un livre, c'est ce qui s'est passé avec quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, c'est que quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, ça m'a amené à me renseigner sur ce livre, et les renseignements m'ont amené à un livre, qui m'ont amené à un autre livre, et ainsi de suite. Et ce qui fait que je me suis retrouvé, en fait, aujourd'hui, j'ai dans mon Evernote une cinquantaine de livres à lire, basés sur ceux que j'ai déjà lus, en fait. C'est comme si, en fait, Un cercle vertueux. ouais, c'est comme une carte routière en fait. Faut voir ça comme une carte routière qui t'amène chaque fois d'un point à un autre. Un livre va t'amener à un autre point, mais tu sais jamais en fait sur quel point ça va t'amener. Typiquement, moi, Père riche, Père pauvre, ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui à bloguer. Faut dire avant d'avoir lu Père riche, Père pauvre, euh, je ne me serais jamais douté que des gens pouvaient enfin, faisaient du blogging leur activité. C'est donc grâce à ça que j'ai découvert cette fameuse chaîne YouTube qui s'appelle Prendre sa vie en main, qui décortique certains livres.
J'ai découvert Olivier Roland qui parle justement de blog et autres. Donc ça c'est pour la première habitude. C'est même la plus importante, je veux dire. Si les deux autres vous n'arrivez pas à les mettre en place, c'est pas grave, même si c'est pas difficile de les mettre en place. La deuxième c'est les podcasts. J'entends par les podcasts, j'englobe en fait dans les podcasts les livres audio. Si par exemple vous aimez vraiment pas lire, ce qui m'étonnerait. Si vous aimez vraiment pas lire, il y a les podcasts, les livres audio qu'on peut facilement trouver sur Amazon ou même des extraits sur YouTube. Les podcasts audio comme celui qui est en train de faire en ce moment, ou d'autres coachs qui nous apprennent de nouvelles choses. Il y a aussi les interviews comme celle qu'on est en train de faire maintenant, qui sont justement pour en fait compenser la lecture qu'on fait, toujours dans l'optique d'apprendre de nouvelles choses. Et puis à la fin, la troisième habitude, c'est la prise de notes, donc le fait de mettre ses pensées par écrit. L'année passée, je me suis lancé dans un défi de lire 12 biographies en 12 mois, et je me suis rendu compte que beaucoup de ces gens qui ont réussi ont des habitudes proches de celles que je suis en train de citer, dont le fait de prendre des notes. Typiquement, Léonard de Vinci, la raison pour laquelle on arrive à retracer sa vie, c'est qu'il a laissé des milliers, je peux te dire le chiffre tout de suite, il a laissé 7200 pages de notes personnelles durant toute sa vie. Et du coup, en fait, c'est une immersion totale dans son cerveau. C'est grâce à ça qu'on a pu reconstituer sa vie, qu'on a pu un peu comprendre comment fonctionnait la Renaissance. Et puis, d'ailleurs, pour te dire à quel point ces notes sont extrêmement importantes, Bill Gates possède une partie de ces notes. Il possède, lui, 72 pages qui touchent à la géologie et à l'étude de l'eau, écrites justement par la main de Léonard de Vinci. Et on se rend compte qu'en fait, dans ses notes à lui, il mettait absolument tout. Il mettait ses observations, il mettait il utilisait ça aussi comme to-do list. Par exemple, il disait mardi tel, chercher des informations sur tel ou tel livre, ou alors observer tel oiseau parce que et comprendre comment il vole ou ce genre de choses. Donc, le fait de faire ça, en fait, ça te permet comment je pourrais dire, d'écrire le scénario de ta vie quelque part. Non seulement de mettre par écrit tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as envie de vivre, tout ce que tu prévois, tes rêves, tes objectifs, et ainsi d'avoir une perspective sur l'avenir, sur le futur aussi. C'est aussi de libérer son cerveau, parce que si tout garder dans la tête, en fait, c'est pas bon. Faut bien se dire que le cerveau, c'est comme un disque dur. À un moment donné, à trop accumuler d'informations, il risque de saturer. Ouais. D'où la diète médiatique et puis ce genre de choses. Je veux dire, avec le nombre de choses qu'on entend, par exemple, quand tu vas au travail, entre les collègues, ce que disent les collègues, ce que dit la famille, ce que tu vois dans le journal télé, toutes ces informations, ton cerveau, il les stocke. Donc, si tu prends pas le temps à un moment donné, de les sortir de ta tête, ça peut être désastreux. D'accord. Donc, c'est vraiment aussi ça, poser tes idées par écrit et te vider l'esprit. Un peu un journal intime, en fait. Voilà, mais dans un but vraiment proactif, donc de vraiment en faire comment dire, on pourrait presque parler de thérapie. D'accord. Ça pourrait presque faire office de thérapie dans le sens où il y a des jours où tu te sentiras pas forcément bien. Eh bien, le simple fait de prendre le temps de prendre ton journal et de dire bon, ok, à cette date, on dit le 16 avril 2020, ma journée a été catastrophique, et que tu détailles en fait pourquoi ça a été néfaste, tu vas automatiquement mettre un doigt sur qu'est-ce qui n'a pas joué. Et de là, tu pourras tout de suite savoir comment y remédier, tu vois. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu t'es engueulé avec un collègue, et donc maintenant, pourquoi tu t'es engueulé avec ce collègue?
et ensuite faire une introspection et te dire quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux en fait pour éviter ce conflit et comment est-ce que je peux corriger ce tir la prochaine fois que cette situation réapparaît. Donc il faut vraiment être proactif. C'est pas le journal intime comme on le connaît, comme on nous le vend dans les films où tu racontes juste ta vie. C'est vraiment dans un but d'avancer et de progresser. Ok. Donc voilà. Donc c'est la troisième habitude. Voilà, ouais. C'est vraiment la lecture, l'écoute audio, podcast, livre audio, interview. Sur les chaînes YouTube, maintenant, de plus en plus de gens font des interviews. Dernièrement, j'ai regardé l'interview de Robert Greene qui a écrit Power, les 48 lois du pouvoir. Et puis, une interview juste incroyable. Parce que là, tout de suite, avec sa connaissance, il t'amène à d'autres nouveaux schémas, des sujets que tu ne connaissais pas du tout. Et puis ensuite, la prise de notes pour en fait poser tout ça par écrit et puis de dire ok, voilà où j'en suis, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je fais de bien, où est-ce que je veux aller, et puis ce genre de choses. Ce qu'il y a aussi de bien, c'est que ça servira pour plus tard. Imaginons qu'au bout d'une vingtaine d'années, tu as écrit tous les jours dans ton journal, c'est l'histoire de ta vie en fait. Donc ça peut servir pour c'est le genre de choses que tu pourrais léguer à tes enfants. Ils sauront qui tu as été et comment tu fonctionnais, à quoi tu pensais, quelles ont été les difficultés par lesquelles tu es passé. Et quelque part, ça va créer un lien avec eux, même si dans une centaine d'années, tu n'es plus là, peut-être que les générations futures pourront se dire, ah tiens, mon arrière-grand-père, il vivait ça. Ouais. Donc il y a vraiment un besoin. Faut vraiment voir ça sur le très 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 long terme. Voilà. Donc, trois habitudes. Voilà, c'est vraiment les trois habitudes. En plus, c'est des habitudes faciles à mettre en place. Donc, avant de commencer à essayer de s'attaquer à quelque chose de plus gros, comme par exemple le sport, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus difficile. Il faut savoir que les habitudes, elles vont prendre plus ou moins de temps à changer selon en fait la complexité. Typiquement, le fait par exemple, de perdre du poids, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à changer que de commencer à lire, par exemple, ou d'écouter un podcast audio. Je veux dire, si tu prends le temps au lieu d'écouter de la musique, de te dire bon, je branche YouTube et je mets une interview de 1 heure sur le trajet du travail, tu mets play, c'est parti, t'as rien d'autre à faire. T'es en voiture, tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur ta route et puis c'est parti. Donc, puis la prise de notes aujourd'hui avec des logiciels comme Evernote, il n'y a même pas besoin d'avoir un carnet. Moi j'en ai un parce que à force d'être sur ces écrans, c'est pas forcément super. Enfin, je trouve que le format écran est pas toujours super, mais j'ai quand même un carnet à côté qui me permet de noter mes pensées en profondeur. Si vraiment je veux le détailler, là je vais plutôt prendre mon carnet. Mais sinon, il y a Evernote, il y a ce genre de choses. Et surtout, ce qu'il y a de bien avec Evernote, c'est qu'on l'a à portée de main. Ça veut dire que si on est aux courses et que tout d'un coup on a une idée, tac, on peut tout de suite la noter, c'est rapide, ça prend 10 secondes et puis c'est bon. Donc c'est des habitudes qui ne demandent pas d'effort pour les mettre en place. Okay. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas encore, mais comme j'ai fait mon défi, comme j'ai dit, 12 biographies en 12 mois, j'en ai lu 10 finalement. Et puis, il est possible que je décide de créer un livre numérique en fait qui partage les 12 grandes habitudes qui font la différence en fait, qui sont vraiment ancrés chez des Warren Buffett, chez des Léonard de Vinci, chez des Michael Jordan, chez des Steve Jobs. Vraiment une palette de gens qui ont réussi dans des domaines totalement différents grâce à des habitudes clés. Donc voilà. Si jamais. C'est intéressant. Ouais.
Ok. Bah ouais, si tu as pu bien conclure avec tout ce que tu avais à dire, c'est le cas? Tu voulais Pour encore moi, rajouter quelque chose? non, non, non. Pour moi, Non, c'est bon. je pense que c'est un peu tout, hein. C'est une interview assez longue. J'espère enfin, en tout cas pour les gens qui nous écoutent encore, chapeau. C'est la preuve il y a beaucoup de détermination et c'est ce qu'il faut pour changer les habitudes. Il faut avoir de la détermination, de la motivation et du courage aussi. Du courage pour admettre que finalement, on n'est pas parfait et qu'on est perfectible et qu'on a le pouvoir de changer les choses, hein. C'est facile de dire qu'on peut rien y faire, que c'est comme ça, que c'est la vie, et puis d'être finalement défaitiste. Et il faut avoir beaucoup de courage pour oser dire ok, maintenant je sais que j'ai du pouvoir là-dessus, je peux influencer ça, j'y vais et j'essaye. Donc félicitations à tous ceux qui nous écoutent encore. Euh, L'autre point que je voulais dire, c'est de ne pas en faire une obsession. Il y a Steve Jobs qui disait que finalement le voyage c'est la récompense. Donc apprenez à apprécier en fait le processus de changement d'habitude. C'est vraiment ça qui est le plus beau finalement parce que une fois que vous aurez réussi, vous direz ah, ben waouh, j'en suis arrivé là, c'est top, c'est un beau voyage. Donc vous voyez ça comme un voyage et non comme une corvée vers quelque chose de peut-être plus grand, vers votre réussite typiquement. Et puis c'est à peu près tout. Maintenant, après, c'est à chacun de mettre en pratique. Commencez petit et puis tout se passera bien. Donc Ouais. voilà. Ok. Ok, ok. Bah merci alors Adelin Merci pour, à toi pour cette interview. pour tous ces conseils. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi. C'est aussi l'occasion pour moi, cette interview, de pouvoir tester mes connaissances parce que je dis souvent que, et d'ailleurs ça a déjà été prouvé, que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre de gens meilleurs que nous, de tester avec des gens qui sont du même niveau que nous et d'apprendre à des gens qui sont peut-être à un niveau moins avancé. Et cette interview me permet en fait de voir où en sont mes acquis et de partager en fait mes connaissances et ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui me reste à approfondir euh, dans tout ça. Donc Ouais, merci. Merci bah, pour cette de interview. rien, avec plaisir. Merci à toi Adelin. Donc pour conclure, bah, il y a ton blog, hein, habitudesdereussite.com. On le trouve tout Voilà, de suite oui, dans Google en tapant habitude de réussite. tout à fait, oui. Et puis donc, avec un document que tu as préparé en cadeau, Voilà, ouais. Habitude 2.0, bonus Ouais, qui est vraiment bien, assez fouillé ouais, et travaillé. ouais. Par contre, attention, c'est une petite précision pour ceux qui auront envie d'avoir Habitude 2.0. J'ai un lecteur qui m'a demandé, mais vous avez appelé ça Habitude 2.0, elle est où la première partie? En fait, j'ai appelé Habitude 2.0. Il n'y a pas de première partie. En fait, j'ai appelé ça Habitude 2.0. Faites votre mise à jour parce que de base, on a déjà des habitudes qui sont Ouais, implémentées en nous. Le fait de faire une mise à jour, en fait, c'est de dire voilà la version de moi aujourd'hui. Je vais aller avec la mise à jour à une version supérieure. Donc voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une première version. d'accord, d'accord. Donc voilà, c'était la Ok, petite anecdote. ok. Ouais, c'est pareil, c'est informatique, c'est le langage informatique 2.0, ouais. Oui, La voilà, c'est mise à juste en jour. fait, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on parle de la révolution industrielle 4.0. Hmm. Ah, là, c'était le 2.0, c'est pour dire la version, il y a toujours des versions, donc il y a la version 1, 1,5 et autres, ben moi c'est la version 2. Peut-être que je créerai plus tard la version habitude 3.0. 3.0, qui sera cette fois plus peut-être fournie en matière d'habitude et en matière de technique pour, pour y arriver. Surtout qu'il y a beaucoup de livres qui sont en train d'être sortis, euh, que je vais sans doute lire pour approfondir mes habitudes et ma connaissance des habitudes. Ok. Donc voilà. Voilà, j'étais en train de me dire, comme effectivement l'interview est assez longue, je vais essayer sur le blog
présenter un peu les différentes parties pour que les gens puissent aller directement à la partie qui les intéresse. Oui, c'est une super idée. Et puis voir si je peux ajouter aussi au début de l'enregistrement, pour ceux qui trouvent le podcast ailleurs, indiquer les endroits où avancer. Ouais, c'est une super idée. Comme ça, les gens auront qu'à regarder le sommaire et voir plus ou moins où ils veulent commencer. Ok. Voilà, bah donc on va se dire au revoir pour l'instant alors, Adelin. À une Ça joue, prochaine. ben, à une prochaine. Ouais. Merci Ouais, ça encore joue. Ciao, d'avoir ciao. pris ce temps. Et Merci. puis bah donc les gens peuvent aller te voir hein, sur les liens que je vais mettre sur le blog et sinon c'est habitudesdereussite.com. Voilà, oui, tout à fait. Ok. Ben, Bah, merci merci beaucoup. Adelin. Et puis, à une prochaine. À une prochaine, ouais. Toute bonne continuation. Merci. À toi Et du aussi. courage à tes lecteurs. Merci. Allez, à la Allez, prochaine. ciao, Ciao. ciao.